Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage en mobilité, émission enregistrée au cœur du Mondial de la mobilité à Paris. 30 minutes avec des invités pour discuter transport et déplacement du futur. Et oui, il est fort possible que d'ici quelques années, je n'ai plus ma voiture à moi toute seule, mais que je la partage. Plus de relations exclusives avec mon auto, mais le partage de mon volant avec d'autres et la fin de l'intimité de mon habitacle. Bientôt plus de voitures individuelles. La question est posée. Avec moi pour y répondre, Marc Charlet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Moveo. Moveo, c'est un pôle de compétitivité. Vous intervenez dans la recherche et le développement pour l'automobile et les nouvelles mobilités. Également avec nous, Benjamin Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la mobilité chez Travelcar, une plateforme d'autopartage entre particuliers pour tout type de véhicules. Bienvenue, messieurs, dans ce voyage en mobilité. Alors, première question, qu'est-ce qui est en train de changer, d'après vous, dans notre rapport à l'automobile ? L'automobile est avant tout un formidable outil de liberté. Un formidable outil qui nous a permis de développer notre économie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un outil qui nous permet d'aller au travail, de conduire les enfants à l'école, d'aller en voyage. Mais c'est un outil aussi qui a de plus en plus d'impact sur notre environnement et dont on est en train de vraiment prendre conscience. Et cet outil, il va falloir le faire évoluer. Et une des évolutions qui est prévue justement, c'est le partage de ce véhicule, le partage qui nous permettra d'avoir une empreinte environnementale moins importante et qui nous permettra d'avoir toujours les mêmes services de mobilité parce que, comme on l'a dit, c'est avant tout la liberté et ça, on ne peut pas revenir en arrière. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ce véhicule ait moins d'impact environnemental ? Et le partage est une des réponses. Voilà, alors voyager seul dans son automobile, ça s'appelle de l'autosolisme. Je ne sais pas si vous le saviez, moi j'ai découvert ce terme, autosolisme. Donc l'autosolisme est encore assez présent dans nos habitudes de conducteurs, notamment en Île-de-France, où les autos comptent environ 1,1 occupant. Donc qu'est-ce que ça veut dire de nous ? Vous avez commencé à y répondre, Marc Charlet. C'est vrai que ça donne, ça crée de la pollution, c'est mauvais pour l'écologie. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'autre de nous, de nos habitudes de conducteurs ? Ça veut surtout dire qu'on a un formidable potentiel d'amélioration, 1,1 passagers par véhicule. Vous voyez la possibilité qu'on a en faisant de l'autopartage et du covoiturage pour améliorer ça. Et donc, le flux potentiel de passagers qu'on pourra avoir sur une même infrastructure. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de refaire des routes. Il y a déjà le potentiel de mobilité supplémentaire à travers ça. Alors l'autosolisme, en effet, on a cette tendance à vouloir avoir son véhicule, son confort. À nous de mettre en place les technologies qui permettront de maintenir ce niveau de confort tout en ayant des véhicules plus partagés. Et je pense qu'aujourd'hui, le développement des solutions comme Travelcar, mais aussi comme Blablacar, montre bien qu'il y a une volonté aussi de partager et même de partager un voyage avec un contact social nouveau. Et je pense que le futur montrera que c'est aussi une bonne chose et qu'on peut voyager de manière plus agréable, plus confortable avec d'autres personnes dans le même véhicule. Pour vous, Benjamin Maillard, qu'est-ce que ça veut dire de nous, ce chiffre de 1,1 occupant par véhicule en Île-de-France ? Ça veut dire effectivement énormément de potentiel en matière de véhicules et de trajets à partager. Nous, chez Travelcar, on est très attachés au fait d'organiser déjà le partage du véhicule en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce chiffre de 1,1 passagers par véhicule, mais il y a aussi des chiffres extrêmement ou au moins aussi hallucinants qui sont sortis quant au nombre de véhicules aujourd'hui qui sont immobilisés absolument partout, que ce soit dans les entreprises, en voirie. Bref, aujourd'hui, il y a un nombre de véhicules absolument incroyable qui dorment, alors même qu'ils pourraient être injectés justement dans l'organisation de ces nouvelles mobilités. Et c'est précisément le créneau sur lequel on est positionné.
Alors le 14 octobre 2017, lorsque Anne Hidalgo, la maire de Paris, présente son bilan de mi-mandat, elle déclare que la voiture individuelle n'est plus le schéma d'aujourd'hui, mais celui des 30 glorieuses. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Je pense que c'est une déclaration qui est pleine de bon sens. Pleine de bon sens, un brin provocatrice. Pourquoi je vais y venir. Elle est un brin provocatrice, mais elle est pleine de bon sens. Non, il est vrai que la voiture a été un objet de passion, un objet de liberté, effectivement, ça a été rappelé plus tôt, et ça continue à l'être. Et l'idée, je pense, le propre du message n'est pas de critiquer la voiture en elle-même, mais plus effectivement la manière dont elle a été consommée et potentiellement surconsommée de manière individuelle jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est vrai que le fait de voir des solutions telles que la nôtre, mais pas que, arriver sur le marché et proposer une solution en réalité qui est une solution qui se doit d'être simple. C'est-à-dire qu'en réalité, moi je suis persuadé du fait que la majeure partie des propriétaires d'automobiles, et d'ailleurs les études le montrent, ont envie de partager leur véhicule, ont envie de trouver effectivement un moyen pour faire en sorte de rendre cette possession du véhicule peut-être plus accessible aux autres, ou en tout cas de faire en sorte d'en faire profiter sa communauté proche ou un petit peu plus éloignée. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, ou récemment en tout cas, les solutions manquaient pour faire en sorte d'organiser les choses simplement, faire en sorte effectivement d'avoir son véhicule qui est accessible par un tiers au travers d'une application mobile et au travers de différentes solutions qui fait que j'ai pas à m'embêter, à aller remettre des clés, organiser une remise de véhicule un peu compliquée. Et donc voilà, tout ce qu'on va pouvoir apporter en matière de simplification dans la prise en main du partage, la prise en main de la voiture, faire en sorte aussi de s'interfacer comme tiers de confiance, ce genre de choses. Bref, l'ensemble des briques, des composantes qui vont faire qu'on va apporter une solution qui est une solution clé en main, ça va accompagner la mise en place justement de ces nouvelles mobilités et de cette notion d'autopartage. Alors on parle pas mal d'autopartage depuis tout à l'heure, mais quelles sont les autres alternatives à l'autosolisme si on devait les citer ? Le covoiturage, dont je vous parlais aussi tout à l'heure. Oui, exact. Donc là, c'est qu'on partage les sièges libres dans son trajet, dans sa voiture avec d'autres usagers. Donc le nom très célèbre, c'est Blablacar qui a développé ça, mais maintenant on recherche des solutions pour faire du covoiturage courte distance et du covoiturage quotidien à la demande pour remplir justement les 3 places vides dans chacun des véhicules qui tournent en région parisienne tous les jours. Donc ça, c'est une des solutions. Et là, c'est pareil, on fait intervenir beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de connectivité pour pouvoir trouver les solutions simples et faciles pour les utilisateurs. Et puis ensuite, il y a des solutions technologiques qui arrivent, notamment le véhicule autonome, qui permettra demain d'avoir un véhicule autonome donc, qui va répondre à de la mobilité à la demande et qui pourra aller chercher comme ça des utilisateurs de mobilité en fonction de leurs besoins. Le véhicule autonome, ça peut aussi être une personne qui est dans son véhicule autonome à soi, finalement. Donc on reste sur une idée de véhicule individuel. Ça peut être ça, mais il y a plein d'autres exemples qui montrent que ça peut être aussi une meilleure façon de partager son véhicule. Aujourd'hui, on mène beaucoup d'expérimentations. Les navettes autonomes que vous voyez dans le bois de Vincennes ou à La Défense ou ailleurs sont des véhicules partagés par définition. Et puis, de plus en plus, les expérimentations qu'on met en place prévoient des véhicules autonomes qui sont des véhicules particuliers, mais qu'on met dans un système de transport public pour faire la mobilité à la demande sur des zones qui ne bénéficient pas aujourd'hui de transport. Donc il y a un exemple qui est expérimenté en France sur la métropole de Rouen qui propose justement des ZOE en partage, des ZOE autonomes, et où chaque utilisateur peut demander un trajet, le véhicule vient le chercher à un arrêt et prend d'autres utilisateurs lors de sa course pour pouvoir optimiser le trajet en fonction des demandes. Voiture Zoé de Renault, n'est-ce pas ? Zoé de Renault, tout à fait. Je Donc, précise, électrique, autonome et partagé, je pense que c'est les 3 mots-clés qu'il faut retenir. Et alors, cette fin, on va dire, de l'auto individuelle est beaucoup poussée c'est une alternative, on va dire, pour préserver l'écologie. Est-ce que vraiment c'est l'écologie qui est le point d'orgue central de ce changement qui est en train de se mettre en place, vous pensez ?
Nous, on pense qu'en réalité, le point central, c'est plutôt l'efficience. C'est-à-dire que, évidemment, le critère écologique est un critère prépondérant. Mais il faut avoir le courage de se le dire. Il y a aussi aujourd'hui un mauvais emploi du capital qui est déployé par chacun dans son véhicule. Et donc en réalité, nous de notre côté, on a plutôt envie de parler d'efficience. Et quand on arrive à... Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ce que j'entends par là, c'est qu'en réalité, quand on arrive à allier l'avantage écologique à l'avantage économique, d'une certaine manière, on a tout bon. Et aujourd'hui, quand on partage son véhicule, non seulement on arrive à cocher cette case d'un geste effectivement écologiquement plus vertueux, mais économiquement parlant aussi, on s'y retrouve. Et comment dire, l'usager avec nous, ou en tout cas la personne avec laquelle on partage, celui qu'on emmène avec nous et ou celui avec lequel on partage notre véhicule, s'y retrouve lui aussi, puisqu'on lui donne accès à un moyen de mobilité qui économiquement et écologiquement aussi, là encore, est plus intéressant. Donc c'est en ce sens que nous, de notre côté, on a plutôt tendance à parler d'efficience et ça recouvre plusieurs aspects en réalité. Alors, si on regarde un peu les chiffres, on peut voir que le nombre d'immatriculations de voitures a augmenté en 2018. On a à peu près une hausse d'un peu plus de 8% par rapport aux 8 premiers mois de 2017. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire finalement ? Ça veut dire que la voiture individuelle est en train un petit peu de baisser en nombre, on va dire, mais à côté de ça, le nombre d'immatriculations augmente. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Alors, il faut aussi retenir le fait qu'on a quand même énormément de démarches qui visent à encourager l'accession à des véhicules qui sont des véhicules là aussi plus efficients, plus propres et ainsi de suite. Et donc les immatriculations effectivement augmentent, mais il faut aussi corréler cette donnée-là à l'âge moyen du parc qui a donc plutôt tendance à se rajeunir, ce qui globalement est là aussi une bonne nouvelle pour l'écologie. Donc ça explique quand même une partie de l'augmentation des immatriculations. Et puis après, il y a de plus en plus d'acteurs de la mobilité qui viennent sur le secteur. Et donc, ça génère aussi des immatriculations supplémentaires. Et puis, il y a aussi un certain nombre, mais là, on est sur un scope plus international, on a effectivement aussi un certain nombre de pays qui, eux aussi, dont les habitants souhaitent accéder à des véhicules, peut-être revivre, mais sous une forme qui est différente et qui, eux, pour le coup, sont tout de suite dans le partage, en tout cas plus qu'on ne l'était, nous, durant ces fameuses 30 glorieuses. Donc voilà, donc je pense que l'ensemble de ces facteurs explique, il y en a certainement d'autres, mais explique l'augmentation du nombre d'immatriculations. Il y a un facteur essentiel, c'est, comme je disais, le besoin de mobilité ne fait que croître. C'est une liberté essentielle. On veut bouger, on a beau être connecté partout avec tous ses amis, on veut les rencontrer, on veut aller bosser, on veut aller en vacances. Et ce besoin de mobilité, aujourd'hui, il faut pouvoir y répondre. Le véhicule personnel particulier est une des réponses. Ensuite, vous avez des spécificités dans les grandes villes. Vous aurez des solutions multiples de mobilité. Et Anne Hidalgo a raison en disant c'est plus le modèle dans les métropoles. Mais n'oublions pas que la France est constituée aussi de beaucoup de zones rurales et que ces gens ont encore besoin d'un véhicule personnel, particulier, qu'on va les aider avec la technologie, la connectivité à mieux le partager éventuellement auprès de leurs voisins, de la zone du village dans lequel ils habitent. Mais c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un besoin de mobilité croissant et il y a des zones dans lesquelles il n'y a pas d'autre choix que d'avoir un véhicule. Et donc, ça explique aussi cette tendance toujours à la hausse du nombre de véhicules vendus. Et si on regarde plutôt au niveau macro, au niveau mondial, cette année, on va certainement arriver à 100 millions de véhicules vendus dans le monde. Dans le monde aussi, ce besoin croissant de mobilité est présent et aujourd'hui, le véhicule particulier est un des seuls à pouvoir y répondre pour tous les usages. Alors, je vais vous citer une étude de l'ADEME qui a réalisé une étude sur l'autopartage. C'était la première à ce sujet, c'était en 2016. Parmi les conclusions de leur étude, ils ont écrit qu'entre 2010 et 2016, près de 50 000 véhicules en autopartage entre particuliers ont été recensés. D'après vous, quand est-ce que cette utilisation de l'autopartage va vraiment devenir automatique ? On espère évidemment le plus rapidement possible. Le plus tôt sera le mieux à nos yeux, c'est certain. On y travaille encore une fois. Nous, on pense que
c'est un mouvement, en tout cas c'est quelque chose qui va être la conséquence d'une foultitude de facteurs. Il y a évidemment les pouvoirs publics dans ce qu'ils ont comme capacité à développer des infrastructures qui vont permettre, en favoriser le développement, un cadre peut-être fiscal qui va être à la fois plus lisible et peut-être plus souple, en tout cas sur cet aspect-là. Et puis après, il y a tout le volet simplification, technologique et ainsi de suite, qui vont faire que là encore, la solution va devenir simple d'accès et c'est là qu'on va véritablement arriver à une automatisation. Et donc on pense qu'il y a vraiment cette conjonction de facteurs qui doit être présente pour faire en sorte qu'on passe d'une situation... Alors on a franchi le cap des early adopters, on n'est plus là-dedans, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus massif et on n'est pas très très loin de l'automatisme. Après, il y a encore un certain nombre de personnes, ou en tout cas certaines franges d'une certaine manière de la population, pour qui c'est pas encore automatique, mais ça va le devenir, et on y travaille tous. Donc voilà, on pense que je suis pas capable de vous donner une date, ça malheureusement. J'imagine. Et j'aimerais beaucoup l'avoir, croyez-moi, mais on pense que les choses vont arriver extrêmement rapidement. En tout cas, nous on y travaille d'arrache-pied. Mais alors justement, chez Travelcar, est-ce que vous voyez un changement dans les mentalités et comment vous participez entre guillemets à ce changement en fait, à l'éducation, on va dire un peu? On assiste évidemment à un changement très clair. Travelcar a commencé son activité il y a de ça maintenant 6 ans. Et là, effectivement, il y a 6 ans, croyez-moi, on avait en face de nous des gens qui étaient vraiment des early adopters. Et donc, il y a eu énormément de chemin parcouru depuis. Nous, notre genèse, notre métier d'origine, c'est d'organiser l'autopartage entre voyageurs. Et donc, faire en sorte, effectivement, d'avoir un propriétaire de véhicule qui dépose son véhicule dans un parking de gare ou d'aéroport et qui le met à disposition d'un autre voyageur qui lui a besoin d'une location de voiture. Vous imaginez bien que l'organisation d'un service tel que celui-là, indépendamment du fait d'avoir un propriétaire de véhicule qui a très envie d'y recourir et un locataire de véhicule qui a très envie d'y recourir lui aussi, ça réclame le fait de convaincre les autorités sur place, de nous faire de la place pour exercer cette activité, donc elles-mêmes doivent être en croyance et ainsi de suite. Je ne vous cache pas qu'au début, ça n'a pas été simple. Mais là, depuis quelques mois, si ce n'est années maintenant, c'est beaucoup plus simple que ça ne l'était par le passé, tant et si bien qu'on ouvre des nouvelles implantations. Alors, quasiment tous les mois. Là, par exemple, ce mois-ci, on ouvre l'aéroport de San Diego aux États-Unis. Et donc, on arrive à emmener de plus en plus avec nous des autorités, de grandes organisations qui croient de plus en plus dans ce modèle de partage et qui constituent un maillon véritablement essentiel. Et donc, c'est cet élément de conjonction que j'évoquais tout à l'heure qui constitue un maillon essentiel à l'organisation de la chose, à la mise en place de cet écosystème. Donc, une date, on n'est pas capable de la donner, mais néanmoins, le mouvement est enclenché et on voit mal comment est-ce que l'on pourrait revenir en arrière. Et est-ce que vous voyez une certaine tranche d'âge, par exemple, qui s'intéresse plus facilement à l'autopartage, ou en tout cas qui a plus le réflexe ? En réalité, c'est extrêmement varié et un élément qui est véritablement assez, alors je ne vais pas dire rigolo, mais en tout cas un élément auquel on ne s'attend pas quand on regarde les chiffres, c'est que on a énormément de véhicules extrêmement récents, pour ne pas dire neufs, qui nous sont déposés par des propriétaires qui partent en voyage. Somme toute, aujourd'hui, les gens qui partent en voyage, notamment pour des destinations lointaines et donc pour des durées qui sont des durées assez longues, on est dans des catégories socio-professionnelles plutôt élevées, des gens qui sont dans une tranche d'âge où on est plutôt sur des quadras, quinquagénaires. Donc ce sont des gens qui sont propriétaires de voitures neuves et qui partagent leurs véhicules, qui laissent les véhicules dans nos aéroports pour les partager avec des voyageurs qui souhaitent louer les véhicules. Et ils représentent vraiment une partie qui est une partie non négligeable des propriétaires et donc de la flotte que l'on vient mettre à disposition des autres voyageurs. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est quelque chose de clivé, ultra segmenté et ainsi de suite. Non, en réalité c'est assez large et encore une fois on couvre non pas de 7 à 77 ans parce que les premiers n'ont pas le permis, mais de 18 à 77 on est effectivement dans ce range-là. Ouais. Et du point de vue des professionnels, comment est-ce que c'est accueilli un peu ce changement, d'après vous, Marc Charlet? Quand vous voulez dire professionnel, c'est les constructeurs automobiles. Voilà. Donc, je pense que les constructeurs automobiles ont bien identifié cette tendance. Ils savent très bien que le modèle est en train de basculer sur je possède mon véhicule et j'achète un service de mobilité.
Je pense que vous pouvez voir, et ici sur le mondial de l'automobile, cette tendance s'affirmer auprès de certains constructeurs. Je parle notamment du groupe PSA qui a créé une nouvelle marque qui s'appelle Free to Move, qui est une marque de mobilité, qui n'est plus une marque de voiture, c'est une marque de mobilité dans laquelle justement ils ont agrégé plusieurs services de mobilité. Vous voyez aussi que Renault et PSA vont dévoiler des propositions pour faire suite à Autolib. Donc ils vont proposer là, au mois d'octobre des solutions de véhicules partagés, des véhicules électriques partagés en ce qu'on appelle free floating, c'est-à-dire sans avoir à les déposer au niveau d'une borne de recharge pour un usage partagé de véhicules dans Paris et Petite Couronne. Donc cette tendance, c'est une tendance de fond. On voit que les professionnels du monde de l'automobile, mais on peut dire maintenant du monde de l'automobile et de la mobilité, s'adaptent aux besoins de leurs clients, s'adaptent aux nouveaux comportements, s'adaptent aussi à la nécessité d'avoir ces véhicules partagés, donc plus vertueux, avec une empreinte environnementale moins importante. Donc je pense que le mouvement est bien appréhendé et que les solutions arrivent sur le marché. Arrive petit à petit. Très prochainement. Alors, je vais vous reciter l'étude de l'ADEME dont je vous parlais déjà tout à l'heure, qui dit que 69% des usagers de l'autopartage résident dans la ville-centre de leur agglomération, qui est en majorité une agglomération de plus de 500 000 habitants. Or, dans ces endroits-là, il y a des transports en commun, finalement, pour qui veut se déplacer. Qu'est-ce que ça veut dire un peu de nos villes ? On parlait déjà tout à l'heure du fait que les pouvoirs publics devaient prendre ce sujet à bras-le-corps. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, d'après vous ? En réalité, les solutions de mobilité, ou en tout cas les besoins de mobilité sont multiples et évidemment on ne va pas plugger la même solution de mobilité en fonction de la distance à couvrir, ce genre de choses. Et ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure en parlant effectivement de l'importance de l'implication, et c'est le cas évidemment, mais évidemment toujours plus et le bienvenu des pouvoirs publics sur le fait d'encourager les nouvelles mobilités, c'est le fait de dire qu'en réalité, quel que soit mon besoin en matière de distance à couvrir, il y a un élément qui est là en fil rouge, c'est la facilité d'accès à mon besoin de mobilité. Et donc, au plus on fera de la place aux solutions de véhicules partagés, au plus on créera des mesures incitatives quant au coût de leur stationnement, le fait, encore une fois, de les rendre extrêmement accessibles à l'utilisateur final, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au plus on en fera la promotion, ou en tout cas, au plus on les rendra faciles d'accès. Aujourd'hui, être propriétaire d'un véhicule, somme toute, c'est assez simple. Je gare mon véhicule en bas de chez moi, je m'en sers quand j'en ai besoin. Et c'est en réalité véritablement ce même type d'accès qu'on a envie de reproduire, mais pour des formules de mobilité partagée. Et donc, ça veut dire que se pose la question de où est-ce que les véhicules sont stationnés, de quelle manière est-ce que technologiquement on rend l'accès aux véhicules extrêmement facile, de quelle manière est-ce qu'on crée une densité suffisante de l'offre pour faire en sorte que j'ai toujours un véhicule à proximité de moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est en ce sens qu'effectivement, les pouvoirs publics doivent nous être d'une grande aide pour faire en sorte que tout ça soit facilité. Ça met aussi en avant, cette étude, le besoin de multimodalité. C'est-à-dire qu'on a une mobilité qui correspond à notre besoin à l'instant T. Quand on est en ville, en effet, son véhicule, on ne s'en sert pas tous les jours. On prend les transports en commun, le bus, le métro, mais aussi les scooters partagés, les voitures partagées, les vélos partagés. C'est maintenant. Vrai qu'on a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de la mobilité. Mais il faut quand même garder en tête que le véhicule particulier reste un maillon essentiel de cette chaîne de multimodalité. Aujourd'hui, on parle du dernier kilomètre. On parle de ce besoin de longue distance aussi, avec la famille, les bagages, etc. On aura encore besoin du véhicule particulier qui sera un maillon de cette chaîne multimodale qui pourra être partagé et qui restera un maillon essentiel. Et on a abordé du coup le sujet de l'Autolib tout à l'heure, enfin il y a quelques instants. On a pu voir du coup l'échec de ce système à Paris. Je ne parlerai pas d'échec, puisque ça a été les pionniers, ça a montré que ça marchait. C'est ce que j'allais dire. Figurez-vous, c'est ce que j'allais dire. Mais vous avez dit échec, c'est pour ça. J'ai dit échec, mais c'était Paris était la première ville de France à se doter d'un type d'un système comme celui-là. Mais est-ce que quand même, c'est pas le symbole un petit peu que l'autopartage, il y a encore des choses à réfléchir, c'est encore un modèle à inventer, on va dire.
c'est évidemment un modèle dans lequel il faut qu'on réussisse à faire rentrer, et c'est évidemment ce sur quoi on milite chez Travelcar. Il faut qu'on y fasse rentrer plusieurs opérateurs. Moi, effectivement, je pense qu'Autolib, sur le plan du service offert, était un excellent service, mais je pense qu'effectivement, l'erreur, si tant est que l'on puisse parler d'erreur, a été de n'ouvrir la chose qu'à un seul opérateur, et donc de ne pas créer une situation de concurrence qui aurait été bénéfique très certainement au modèle économique et aussi à l'utilisateur final. Et donc, moi, je pense qu'en matière de taux d'adhésion, au contraire des Parisiens à la solution Autolib, et quand on regarde aujourd'hui de quelle manière est-ce que ce système-là a servi d'exemple dans un certain nombre de métropoles à travers le monde, c'est véritablement, je pense qu'on peut tous en être fiers. Après, voilà, je pense que s'il y a certainement une correction à apporter au modèle, c'est le fait de le rendre plus ouvert, d'avoir des solutions qui sont différentes dans l'approche, qui vont peut-être aussi couvrir des segments de besoins qui sont des segments de besoins eux aussi différents. Et donc, nous, chez Travelcar, on est au contraire convaincus du fait que véritablement la solution Autolib, même si malheureusement elle s'est soldée parce que tout le monde sait, mais néanmoins, on pense que c'est une véritable confirmation du fait qu'il y a une attente des Parisiens, et pas que d'ailleurs, il ne faut pas limiter ça à l'agglomération parisienne, mais il y a une attente véritablement des Français et des habitants des grandes métropoles quant au fait d'avoir accès à un système d'autopartage facile, à proximité de chez soi, pour un coût qui est un coût qui reste abordable, qui peut encore une fois sur la base justement de l'ouverture à la concurrence très certainement baisser. Et nous, on est convaincus que ça a montré la voie sur certains aspects, et qu'effectivement, voilà, encore une fois, le modèle pour être en voie de perfection d'une certaine manière, il doit être ouvert. Mais bon, il y a des discussions qui sont ouvertes avec la mairie de Paris. C'est un sujet qui est sur la table et sur lequel évidemment... pas un sujet fermé. Absolument pas, non. Et vous disiez vous parliez d'autres métropoles. Eh bien, en tout cas, en France, la ville de Lyon s'est aussi dotée d'un service d'autopartage, ça s'appelle Bluely, et ça marche là-bas. Donc, est-ce que finalement le problème, ça vient pas de Paris ? C'est la question, voilà, que je pose. Non, mais en tout cas, c'est vrai que du coup, c'est pas un sujet qui est fermé. Je sais pas ce que vous en pensez, Marc Charles. Paris va pas rester très longtemps sans système d'autopartage, comme je vous le disais. Les groupes Renault et PSA, donc 2 opérateurs dans un système ouvert justement, vont pouvoir proposer des solutions qui seront peut-être plus adaptées à l'usage, moins contraignants en termes de logistique et de maintenance. C'est ça aussi qui a fait les coûts d'Autolib. Donc je suis persuadé que ça va marcher. C'est des systèmes qui doivent aussi être indépendants du financement public. Je pense qu'ils doivent trouver leur business model, ce qui était un petit peu compliqué dans Autolib, mais comme on l'a dit, c'était des pionniers. Ils ont montré que ça fonctionnait, ils ont montré qu'il y avait un attrait, qu'il y a une vraie valeur utilisateur. Maintenant, il faut que le business model soit pérenne, et que la collectivité et les entreprises privées y trouvent une relation gagnant-gagnant. Donc la collectivité en mettant à disposition des places privilégiées ou des zones réservées, et puis les industriels, les opérateurs de transport en mettant en place un vrai service pérenne et dont le business model va pouvoir trouver son chemin. Et une idée qui doit faire son chemin aussi dans la tête des usagers. Ça, je pense que les Parisiens, en tout cas tous les utilisateurs d'Autolib que vous rencontrez, sont convaincus de la solution et sont des très bons ambassadeurs pour vous dire qu'il faut basculer. Et en dehors de Paris aussi. Oui. Dans d'autres villes de France et du monde. Eh bien, c'est ainsi que se termine ce voyage en mobilité. Merci beaucoup, Marc Charlet. Je rappelle que vous êtes directeur général de Moveo. Merci d'avoir été avec nous, et merci aussi à Benjamin Maillard, directeur mobilité de chez Travelcar. Merci beaucoup. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous pouvez retrouver Voyage en mobilité en podcast sur toutes vos applications préférées, mais également sur mondial-paris.audio. Vous pouvez aussi nous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, et on se retrouve très vite pour un prochain voyage.